Le rappel de soi PD Ouspienski. Jusqu'ici, aucun d'entre vous n'a saisi l'importance capitale de ce point que je vous avais cependant signalé, nous dit G. Vous vous oubliez toujours, vous ne vous souvenez jamais de vous-même. Il prononça ces mots avec une insistance particulière, vous ne vous sentez pas vous-même, vous n'êtes pas conscient de vous-même. En vous, ça observe, ou bien ça parle, ça pense, ça rit. Vous ne sentez pas, c'est moi qui observe, je remarque, je vois. Tout se remarque tout seul, se voit tout seul. Pour arriver à vraiment s'observer, il faut tout d'abord se rappeler soi-même, il insista de nouveau. Essayez de vous rappeler vous-même lorsque vous vous observez, et plus tard vous me direz ce qui s'est passé, quel en a été le résultat. Seuls les résultats obtenus pendant le rappel de soi ont une valeur. Autrement, vous n'êtes pas dans vos observations. Et en ce cas-là, quelle peut être leur valeur? Ces paroles de G. me donnèrent beaucoup à réfléchir et il m'apparut aussitôt qu'elles étaient la clé de tout ce qu'il avait dit auparavant sur la conscience. Cependant je décidai de n'en tirer aucune espèce de conclusion, mais de tenter seulement de me rappeler moi-même tout en m'observant. Dès les premières tentatives, je pus voir combien cela était difficile. Les tentatives de rappel de soi ne me donnèrent au début aucun résultat, mais elles me montrèrent qu'en fait nous ne nous rappelons jamais nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Dis-je, comprendre cela est en soi d'une importance capitale. Ceux qui savent cela savent déjà beaucoup. Tout le malheur est que personne ne le sait. Si vous demandez à quelqu'un s'il peut se rappeler lui-même, il vous répondra naturellement qu'il le peut. Si vous lui dites qu'il ne peut pas se rappeler lui-même, ou bien il se fâchera, ou bien il pensera que vous êtes fou. Toute la vie est fondée là-dessus, toute l'existence humaine, tout l'aveuglement humain. Si un homme sait réellement qu'il ne peut pas se rappeler lui-même, il est déjà proche d'une compréhension de son être. Tout ce que disais, tout ce que je pensais et surtout ce que mes tentatives de me rappeler moi-même m'avaient montré me convainquirent très rapidement que je me trouvais en présence d'un problème entièrement nouveau que la science et la philosophie avaient, jusqu'ici, négligé. Mais avant de faire des déductions, j'essaierai de décrire mes tentatives de me rappeler moi-même. Ma première impression fut que les essais de rappel de soi ou d'être conscient de soi, de se dire, c'est moi qui marche, c'est moi qui fais ceci, en essayant continuellement d'éprouver la sensation de ce moi, arrêtaient les pensées. Lorsque j'avais la sensation de moi, je ne pouvais plus ni penser ni parler. Les sensations elles-mêmes s'obscurcissaient. C'est pourquoi on ne peut se rappeler soi-même de cette façon que pour quelques instants. J'avais déjà fait certaines expériences d'arrêt de la pensée du genre de celles qui sont mentionnées dans les livres où il est question de yoga, par exemple dans le livre d'Edward Carpenter, From Adam Speak to Elephanta, bien qu'il s'agisse là d'une description très générale. Et les premiers essais de rappel de soi me remirent en mémoire mes tentatives antérieures. En fait, il y a presque identité entre les deux expériences, avec cette seule différence qu'en arrêtant les pensées l'attention est entièrement orientée vers l'effort de ne pas admettre de pensée, tandis que dans l'acte du rappel de soi l'attention se divise, une part en est dirigée vers le même effort, l'autre vers la sensation de soi. Cette dernière expérience me permit d'arriver à une certaine définition, peut-être très incomplète, du rappel de soi, mais qui se révéla très utile dans la pratique. Je parle du rappel de soi en tant que division de l'attention, c'en est le trait caractéristique. Lorsque j'observe quelque chose, mon attention est dirigée sur ce que j'y observe. Moi le phénomène observé. Lorsque, en même temps, j'essaie de me rappeler moi-même, mon attention est dirigée à la fois vers l'objet observé et vers moi-même. Moi le phénomène observé. Cela étant défini, je vis que le problème consistait à diriger l'attention sur soi-même sans laisser faiblir ou s'éclipser l'attention portée sur le phénomène observé. De plus, ce phénomène peut aussi bien être en moi qu'en dehors de moi. Les premières tentatives que je fis pour obtenir une telle division de l'attention me montrèrent sa possibilité. En même temps je fis deux autres constatations. En premier lieu, je vis que le rappel de soi obtenu de cette façon n'avait rien de commun avec l'introspection ou avec l'analyse. Il s'agissait d'un état nouveau et très prenant dont la saveur était étrangement familière. Et en second lieu, je comprenais que des moments de rappel de soi apparaissent en fait dans la vie, mais rarement, et que seule la production délibérée de ces moments créait la sensation de nouveauté. J'avais d'ailleurs l'expérience de tels moments depuis ma plus petite enfance. Ils arrivent dans des circonstances nouvelles ou inattendues, dans un endroit inaccoutumé, parmi des personnes étrangères, au cours d'un voyage par exemple. On regarde autour de soi et l'on se dit « Comme c'est étrange. Moi, et en cet endroit. » Ou dans des moments d'émotion, de danger, où il est nécessaire de ne pas perdre la tête, où l'on entend sa propre voix, où l'on se voit et s'observe du dehors. Je vis avec une parfaite clarté que mes souvenirs les plus anciens, et dans mon cas ces souvenirs remontés à la plus petite enfance avaient été des moments de rappel de soi. Et du même coup, j'ai eu la révélation de beaucoup d'autres choses. Je pus me rendre compte de cette façon que je ne me souvenais réellement que des moments où je m'étais rappelé moi-même. Des autres, je savais seulement qu'ils avaient eu lieu. Je n'étais pas capable de les revivre entièrement, ni de les éprouver de nouveau. Mais les moments où je m'étais rappelé moi-même étaient vivants et ils ne différaient en rien du présent. Je craignais encore de conclure trop vite. Mais je voyais déjà que je me trouvais au seuil d'une très grande découverte. J'avais toujours été étonné par la faiblesse et insuffisance de notre mémoire. Tant de choses disparaissent, sont oubliées.
Il me semblait que toute l'absurdité de notre vie avait pour fondement ces et oubli. À quoi bon tant d'expérience, si c'est pour les oublier ensuite? Il me semblait par ailleurs qu'il y avait en cela quelque chose de dégradant. Un homme éprouve un sentiment qui lui semble très grand, il pense qu'il ne l'oubliera jamais. 1 ou 2 années passent, et il n'en subsiste rien. Mais je voyais maintenant pourquoi il en était ainsi et pourquoi il ne pouvait en être autrement. Si notre mémoire ne garde vivant que les moments de rappel de soi, il va sans dire qu'elle doit être bien pauvre. Telles étaient mes expériences des premiers jours. Plus tard, en apprenant à diviser mon attention, je vis que le rappel de soi donnait des sensations merveilleuses qui ne venaient d'elles-mêmes que très rarement, et dans des conditions exceptionnelles. Ainsi, en ce temps-là, j'aimais beaucoup me promener la nuit dans Saint-Pétersbourg, et sentir la présence des maisons et des rues. Ces sensations étranges abondent à Saint-Pétersbourg. Les maisons, particulièrement les vieilles maisons, étaient vivantes pour moi, je ne cessais de leur parler et il n'y avait là aucune imagination. Je ne pensais à rien, je me promenais simplement et regardais autour de moi en essayant de me rappeler moi-même. Les sensations venaient d'elles-mêmes. 1.4. Je suivais un jour la Litanie dans la direction de la perspective Nievski et, en dépit de tous mes efforts, j'étais incapable de maintenir mon attention sur le rappel de moi-même. Le bruit, le mouvement, tout me distrayait. À chaque instant, je perdais le fil de mon attention, le retrouvais et le reperdais. Pour finir, j'éprouvais envers moi une sorte d'irritation ridicule et je tournais dans une rue à gauche, fermement décidé, cette fois, à me rappeler moi-même au moins pour quelque temps, en tout cas jusqu'à ce que j'aie atteint la rue suivante. J'atteignis la Nadejdinskaya sans perdre le fil de mon attention, sauf peut-être pour de courts instants. Alors, me rendant compte qu'il m'était plus facile, dans les rues tranquilles, de ne pas perdre la ligne de ma pensée, et désirant m'éprouver dans les rues plus bruyantes, je décidai de regagner la Nievski en continuant à me rappeler moi-même. Je l'atteignis sans avoir cessé de me rappeler moi-même et je commençais déjà à éprouver l'étrange état émotionnel de paix intérieure et de confiance qui suit de grands efforts de cet ordre. Juste au coin de la Nievski, il y avait le magasin qui me fournissait mes cigarettes. Continuant à me rappeler moi-même, je me dis que j'allais entrer et en commander quelques boîtes. 2 heures plus tard, je me réveillais dans la Tavricheskaya, c'est-à-dire fort loin. J'allais en traîneau chez l'imprimeur. La sensation du réveil était extraordinairement vive. Je peux presque dire que je revenais à moi. Je me souvins aussitôt de tout, comment j'avais parcouru la Nadejdinskaya, comment je m'étais rappelé moi-même, comment j'avais pensé aux cigarettes et de quelle façon à cette pensée j'étais tombé, comme anéanti, dans un profond sommeil. Néanmoins, tandis que j'étais ainsi englouti dans le sommeil, j'avais continué à exécuter des actions cohérentes et opportunes. J'avais quitté le magasin de tabac, téléphoné à mon appartement de la Litanie puis à l'imprimeur. J'avais écrit 2 lettres. Ensuite, j'étais encore retourné à la maison. J'avais remonté la Nievski par le trottoir de gauche jusqu'à la porte Gostini avec l'intention de gagner l'Odjeyefaitsorskaya. Changeant alors d'avis, parce qu'il se faisait tard, j'avais pris un traîneau pour aller chez mon imprimeur dans la Kavalergardskaya. Et chemin faisant, le long de la Tavricheskaya, je commençais à sentir un étrange malaise, comme si j'avais oublié quelque chose. Et soudain je me rappelais que j'avais oublié de me rappeler moi-même. Je parlais de mes observations et réflexions aux camarades de notre groupe, aussi bien qu'à mes amis écrivains et autres. Je leur disais que c'était le centre de gravité de tout l'enseignement et de tout le travail sur soi. Que maintenant le travail sur soi n'était plus un mot, mais un fait réel, plein de signification, grâce auquel la psychologie devenait une science exacte, et en même temps pratique. Je disais qu'un fait d'une importance prodigieuse avait échappé à la psychologie occidentale, à savoir que nous ne nous rappelons pas nous-mêmes, que nous vivons, agissons et raisonnons dans un profond sommeil, dans un sommeil qui n'a rien de métaphorique, mais qui est absolument réel, et cependant que nous pouvons nous rappeler nous-mêmes si nous faisons des efforts suffisants, que nous pouvons nous éveiller. P. D. Ouspiensky, fragment d'un enseignement inconnu, Paris, Stock, 1950.